Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse vous connecter tranquillement. On va prendre une petite minute, le temps que tout le monde puisse avoir le son qui fonctionne. Parfait, je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à arriver. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on commence pour pas trop déborder. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde. Je m'appelle Maureen Ojar. Je suis chargée de projet pour la programmation nationale chez SUCO depuis 2022. Et j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue pour ce panel intersectoriel intitulé Agriculture et genre, les femmes au cœur des solutions pour des systèmes alimentaires viables. Alors, avant de commencer, pour nous, c'est toujours important de débuter par une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais débuter en reconnaissant que je suis située ici, pour ma part, à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Ces nations ont été les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et Montréal est en effet historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui encore, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y vivent. Donc c'est vraiment dans le respect du passé, du présent et de l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entretenues par les peuples autochtones et la communauté montréalaise. Donc je vous invite à écrire dans le clavardage le territoire et la nation sur laquelle vous vous trouvez. Si vous n'êtes pas certain, certaine, sachez qu'on va vous mettre un lien vers le site Nativeland qui vous permet de renseigner votre adresse, puis vous devriez pouvoir en apprendre plus. Alors, les dialogues pour le climat, c'est une initiative intersectorielle qui vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, mais aussi inclusives et mobilisatrices. Donc, j'aimerais remercier les 10 organisations partenaires ainsi que nos partenaires financiers, donc, dont les logos s'affichent derrière nous, pour leur appui et puis pour rendre possible des événements comme celui d'aujourd'hui. Je vous mentionne aussi que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Il sera disponible sur YouTube et sur la page des dialogues juste après. Puis également que le panel d'aujourd'hui est coordonné par Suco. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'être partenaires des panels. Puis vous mentionnez aussi que ce panel d'aujourd'hui s'inscrit également dans nos panels d'expertise annuels. Donc encore une fois, merci beaucoup. Pour le panel d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 5 femmes exceptionnelles. Grâce à elles, on va mieux comprendre la place qu'occupe l'agriculture dans les négociations climatiques, mais j'espère aussi que vous allez pouvoir vous inspirer à travers des projets porteurs qui sont vraiment portés par les femmes et les communautés locales et les jeunes sur différents territoires, mais on va voir qu'on va principalement aller sur le territoire de l'Afrique de l'Ouest. Puis, je vais prendre le temps de vous les présenter. C'est sûr que je vous lirai pas les longs et très beaux CV complets parce que sinon on manquerait de temps. Donc on va vous mettre beaucoup plus d'informations dans le clavardage, mais je vais quand même vous donner quelques informations clés. Donc, je vais vous les présenter par ordre alphabétique. Aujourd'hui, on a la chance avec nous d'avoir Fernande Abanda, qui en plus est connectée depuis Belém. Donc, merci encore, Fernande, d'être avec nous. Fernande est gestionnaire de programme à Interpares, juriste spécialisée en droit international comparé de l'environnement. Elle a plus de 18 ans d'années d'expérience et aujourd'hui, elle travaille notamment à la co-gestion de deux beaux projets qu'elle va pouvoir nous présenter, les projets Egalao et ACFAO. On a également avec nous Radija Badji. Merci encore Radija d'être avec nous. Radija est gestionnaire de projet pour l'organisation Jeunes volontaires pour l'environnement au Sénégal. Elle est responsable de la mise en œuvre du projet ACFAO sur le terrain et elle a plus de 10 ans d'expérience en développement rural et accompagnement d'entreprises agroalimentaires. Donc, merci encore Radija d'être avec nous. On a également Selom Adoussi Ouettognon, qui est la directrice d'Inades Formation au Togo depuis 2019, mais qui y travaillait déjà depuis bien plus longtemps. Elle a une maîtrise en sciences économiques et possède plus de 20 années d'expérience en promotion sociale économique et particulièrement auprès des femmes. Donc merci encore Selom. Euh, enfin, il nous reste deux belles personnes. Nous avons Marie Rabansky, qui est chercheuse en sociologie politique au CIRAD en France, spécialiste des politiques d'adaptation de l'agriculture au climat et co-autrice de l'ouvrage L'agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique.
Et enfin, nous avons Irène Micciolini, qui est directeur en nutrition et sciences alimentaires, qui possède plus de 20 années d'expérience et une double expertise en politique et stratégie de sécurité alimentaire et en évaluation de programmes et de développement. Donc, merci encore, mesdames, d'être avec nous aujourd'hui. Je ne vous avais pas menti, hein, elles ont vraiment des CV incroyables, puis je vous invite à les découvrir plus en détail dans le clavardage. Alors, et on va avoir une discussion d'un peu moins d'1 h 30. Vous êtes avec nous jusqu'à 13 h 30 heure de Montréal. Donc, je vous propose qu'on commence directement dans le vif du sujet. Puis, je me tournerai d'abord vers Marie pour vraiment avoir une contextualisation finalement de quelle est la place de l'agriculture au sein des négociations climatiques, à la fois avec peut-être un rapide historique. Et puis ensuite, on pourra faire un focus sur la COP 30 qui se déroule en ce moment à Belém. Donc, Marie, je sais que vous avez une présentation à présenter, donc je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Maureen, merci encore pour l'invitation et bonjour à tous les participants. Moi, je suis donc Marie Rabanski, directrice de recherche en sociologie politique au CIRAD et je travaille sur les politiques d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, notamment dans les pays du Sud. Et puis aussi, en tant que coordinatrice d'un champ thématique stratégique du CIRAD, je suis les négociations climatiques, notamment en essayant de comprendre la place qui est accordée à l'agriculture et au système alimentaire dans ces négociations. Alors, ce soir, voilà. En introduction de ma présentation, je commencerai par un paradoxe, puisque les systèmes agricoles et les systèmes alimentaires, en fait, euh, ont une place dans les négociations climatiques aujourd'hui. Mais cette mise à l'agenda était très tardive, puisqu'il faut attendre le début des années 2010 pour que les systèmes agricoles et alimentaires fassent officiellement leur entrée dans les négociations climatiques, alors même que près de 37% des émissions des gaz à effet de serre proviennent des systèmes agri-alimentaires. Quand je parle de système agri-alimentaire, on parle bien de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est à partir de ce paradoxe qu'on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui. Pourquoi euh, cette mise à l'agenda a été très tardive? Ensuite, je vous partagerai quelques repères sur l'agriculture, les systèmes alimentaires face au changement climatique. Ensuite, on s'intéressera à la principale avancée qui a eu lieu dans les négociations climatiques concernant les questions agricoles. C'est l'initiative de Sharm el-Sheikh sur l'agriculture et la sécurité alimentaire qui a eu lieu en 2022, au moment de la COP27. Et puis, enfin, pour finir, on essaiera de voir ce qui se passe actuellement à la COP 30 sur ces sujets. Alors, pour commencer, il faut essayer juste en 2 mots, hein, on a un temps qui est extrêmement réduit ce soir, enfin ce soir pour moi, ce midi pour vous, pour essayer de comprendre pourquoi eh bien, ces questions agricoles et alimentaires ont émergé très tardivement dans les négociations climatiques. D'une part, parce qu'il faut se rappeler qu'au moment de la signature de la Convention climat, donc en 1992, les pays étaient focalisés sur les enjeux d'atténuation au changement climatique et notamment les pays dits industrialisés. On parlait à cette époque-là de pays industrialisés ou de pays développés. Et donc les enjeux étaient sur les questions d'atténuation et pas sur les questions d'adaptation. De plus, en se focalisant sur les questions d'atténuation et pas d'adaptation, on exclut les systèmes agricoles et on considère uniquement parmi ce qui pourrait entrer dans les systèmes agricoles, les forêts, et ces forêts, elles étaient uniquement perçues comme des puits de carbone. Donc, de l'atténuation et pas sur l'adaptation, l'agriculture va être exclue et uniquement appréhendée sous l'angle des forêts. Deuxième idée pour comprendre également pourquoi l'agriculture a été exclue dans les années 90, c'est parce qu'on considérait que c'était également un objet qui était trop politisé, trop épineux, trop complexe. Et rappelez-vous, à cette époque-là, les questions agricoles étaient négociées au sein de ce qui s'appelait le GATT, qui est devenu l'OMC, et c'était des négociations qui étaient bloquées, extrêmement complexes. Et donc l'idée des négociateurs de la Convention climat à cette époque-là, c'était de dire, bon, on a déjà bien du mal à faire avancer une coordination internationale sur le climat. Essayons, pour faciliter les choses, de ne pas la complexifier en intégrant les questions agricoles. Donc, jusque dans les années 90 et même jusqu'à la fin des années 2000,
les questions agricoles n'étaient pas traitées dans la Convention climat. Au cours des années 2000, toutefois, il y a ce qu'on appelle les pays du G77, les pays du Sud, qui ont commencé à s'exprimer en disant, mais attendez, vous focalisez sur les questions d'atténuation. Nous, on n'est pas responsable du changement climatique. Par contre, les impacts du changement climatique, notamment sur notre agriculture, sont dévastateurs. Et donc, il faudra à la fois appréhender les enjeux d'atténuation et d'adaptation, et donc financer notre adaptation et notamment nos systèmes agricoles et alimentaires. Et donc c'est ce qui va se produire à partir de 2011 avec la COP de Durban et les années qui vont suivre, où l'agriculture va commencer à être discutée. On n'est pas encore dans des décisions officielles de COP. Alors, je voulais quand même partager avec vous quelques repères pour comprendre de quoi on parle aujourd'hui, quand on parle de système agricole et de système alimentaire face au changement climatique. Là, je vais m'appuyer sur un livre qu'on vient de coéditer avec quelques collègues qui soutient une thèse assez simple, qui est de penser que les systèmes agricoles et alimentaires sont à la fois des victimes du changement climatique, des contributeurs du changement climatique et aussi porteurs de solutions. Alors, euh, il faut comprendre en fait ces enjeux pour comprendre quelle place vont avoir les systèmes agricoles et alimentaires dans les négociations et aujourd'hui dans la COP30. Alors, victime, l'idée est assez simple, l'agriculture, eh bien, les systèmes alimentaires, les forêts sont parmi les plus exposés aux effets du changement climatique à travers les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, les méga-feux. Et c'est encore plus vrai dans les pays du Sud qui ont des capacités plus limitées pour répondre à ces effets, donc qui sont plus vulnérables euh, aux effets du changement climatique. Les systèmes agricoles et alimentaires sont aussi des contributeurs. On retombe sur nos 37% là, dont je viens de nous parler. 37% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale proviennent des systèmes agri-alimentaires. Alors qu'est-ce qu'on met dedans dans ces émissions? Ben, on met les émissions à l'échelle de la ferme, hein, ce qui est nécessaire pour produire des denrées agricoles. On met aussi ce qui relève de ce qu'on appelle de la pré-production, donc avant la production, les tracteurs, les intrants chimiques. On met toutes les activités post-production qui consistent à transformer les produits agricoles en produits alimentaires, à les commercialiser, donc au transport, à la commercialisation, à leur consommation, à leur conservation, et également tout ce qui est perte des gaspillages. Et puis on met aussi dans ces émissions, ces fameuses 37%, et là, tout ce qui relève de la déforestation, du changement d'usage des sols. Bon, 37%, c'est un chiffre particulièrement important. Et le GIEC nous dit même que ça pourrait aller jusqu'à 65% d'ici à 2050. Bien sûr, il y a des fortes disparités nord-sud. Enfin, troisième idée, les systèmes agricoles et alimentaires sont certes des victimes des contributeurs, mais ils sont aussi porteurs de solutions. Ils disposent d'un potentiel unique, à la différence par exemple du transport, c'est qu'on peut réduire extrêmement drastiquement les émissions de gaz à effet de serre qui émanent des secteurs agricole et alimentaire, le GIEC nous dit 75%. Et puis, on peut aussi faire partie de la solution dans la mesure où on peut séquestrer du carbone dans les sols et via, bien sûr, la biomasse. Je vous ai mis ici, juste pour aller très vite, hein, une carte des émissions de GES agricoles dans le monde par pays. Et vous pouvez voir très vite, on en reparlera peut-être dans la discussion, que les deux pays qui ont les systèmes agri-alimentaires les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont le Brésil et la Chine. Bon, on pourrait bien sûr affiner, nuancer tout ça en ayant une analyse par habitant, mais on n'a pas le temps ici. Bon alors, ces repères partagés, qu'est-ce qu'on peut dire cette fois des négociations? Alors, je vous ai mis ici une petite frise qui permet de voir l'évolution de la place des questions agricoles dans les négociations. Bon, ce qu'on peut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ça a commencé en 2011 avec la COP de Durban, où les partis, les États décident qu'il faut discuter de la question agricole. Et c'est tout. Quelques années plus tard, c'est la COP 21 de Paris, avec les fameux accords de Paris. L'agriculture est complètement absente du texte. Donc on est toujours sur cette mise à l'agenda tardive. Il faut attendre 2017, en 2017, et lancer un processus dit de Coronivia qui lance une série de discussions, on est encore sur des discussions,
pendant 5 ans pour savoir comment on pourrait appréhender les questions agricoles dans les négociations climatiques. Ce cycle de 5 ans aboutit en 2022 à la COP27 et à l'initiative de Sharm el-Sheikh sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Et là, pour la première fois, on va avoir une décision de COP avec un texte qui va être voté par l'ensemble des parties pour faire avancer les questions agricoles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, donc qui date de 2022, hein, et qui est toujours structurant aujourd'hui pour les négociations? Bon, ce qu'on y trouve dans ce texte, c'est d'abord une reconnaissance des questions d'adaptation et d'atténuation. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre adaptation, atténuation et système agricole. Ça paraît rien du tout aujourd'hui, mais ça a été l'objet d'âpres négociations. C'est-à-dire que l'Inde, par exemple, ne voulait pas que la notion d'atténuation soit dans le texte. Pour elle, c'était un trop grand risque de voir son développement agricole freiné par des enjeux d'atténuation. En termes de gender, puisque c'est une des thématiques de ce, de cette discussion, dans le texte, le mot gender, genre, est cité une fois et on retrouve 6 fois le terme femme, woman. Ça, c'est pour ce qu'il y a dans le texte. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le texte? Dans le texte de Sharm el-Sheikh, il n'y a pas de système alimentaire. On parle uniquement d'agriculture, mais pas de système alimentaire. Et ça, c'était une volonté des négociateurs, principalement des négociateurs africains et des États-Unis, de ne pas faire le lien entre agriculture et système alimentaire. Pour des raisons complètement différentes, mais en tout cas à cette époque-là, 2022, on a refusé que le food system, système alimentaire, soit dans le texte. Ce qu'on n'a pas aussi dans le texte, et ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas d'orientation. On n'a pas d'orientation sur la façon dont il faut faire évoluer les systèmes agricoles. On ne parle pas d'agroécologie, on ne parle pas de climate smart agriculture, donc c'est-à-dire de l'agriculture climato-intelligente. On ne parle pas de solutions fondées sur la nature. Et vous savez qu'il y a des grosses controverses, des antagonismes très forts entre les promoteurs de l'agroécologie, hein, holistiques, systémiques, d'autres qui promeuvent plutôt des solutions techniques, technologiques. On met des additifs dans la nourriture des ruminants, on utilise l'intelligence artificielle, les fermes verticales, et puis d'autres qui proposent des solutions basées sur la nature. Ici, dans ce texte de 2022, il n'y a pas du tout d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte? Quand même, c'est une avancée majeure. Pourquoi? Parce qu'à travers ce texte, on sanctuarise les questions agricoles dans les négociations climatiques. Avec un paradoxe qui est que la finance climatique euh, ne dédie que 4% de ses activités à l'agriculture. Et donc là, en mettant en avant l'idée que les systèmes agricoles sont indispensables pour à la fois l'adaptation et l'atténuation, là, on vient en quelque sorte mettre le doigt sur ce déficit de financement. Alors, je vois l'heure qui tourne, donc c'est très court, je vous l'avais dit, très, très frustrant aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce texte de Sharm el-Sheikh? Comme je vous le disais, il reste assez structurant, dans la mesure où il fait l'objet de négociations pour essayer d'aller plus loin, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que le contexte au Brésil est assez favorable dans la mesure où Lula a mis l'agroécologie dans les 10 grandes priorités de sa présidence, même s'il y a beaucoup d'ambivalence, puisque à la fois au Brésil, on promeut l'agroécologie et en même temps l'agrobusiness. Concrètement, qu'est-ce que ça a permis de faire ce texte de Sharm el-Sheikh et les différentes négociations qu'il y a eu ces derniers jours à Belém? D'une part, pour la première fois, le texte a été modifié et reconnaît que l'agroécologie est un potentiel pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables. Donc à la fois, il y a agroécologie et on a aussi dans ce texte le lien entre agriculture et système alimentaire. Donc il y a des avancées. Dans le même temps, il y a une reconnaissance de la Climate Smart Agriculture qui promeut donc des biotechnologies, des technologies innovantes, l'agriculture de précision, intelligence artificielle pour l'agriculture, donc qui promeut des techniques et technologiques pour résoudre les problèmes de changement climatique dans le secteur agricole. Donc, vous voyez bien, il y a cette ambivalence dans le texte qui a été intégrée. On sanctuarise aussi le fait que l'élevage, c'est important pour les pays du Sud et ça peut pas être traité de la même façon au Nord et au Sud. Et puis, dans le texte également, il y a une mise en avant du recours aux instruments de marché
pour le financement de la transition et le soutien aux agriculteurs à travers notamment l'article 6 sur les marchés du carbone agricole. Ce qu'on peut noter aussi, c'est donc cette dernière version provisoire du texte de Sharm el-Sheikh qui doit être revalidée, rediscutée dans quelques mois à Bonn. Le terme de gender n'est plus mentionné et le terme de femme n'apparaît plus que 3 fois. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été 2, 3 minutes de trop, mais vous pouvez pas faire moins. Merci. Merci beaucoup, Marie. Puis en effet, je comprends que ce soit frustrant. Puis justement, on aura des moments de questions aussi pour pouvoir revenir. Je me tournerai sans tarder vers toi, Fernande, qui est présente sur place à Belém. Puis justement, je serais curieuse de prendre un petit peu ton pouls sur comment est-ce que tu as ressenti l'évolution de la place de l'agriculture dans les discussions. Personnellement, je lisais pas plus tard que mardi un article qui nous mentionnait qu'il y avait plus de 300 représentants des lobbies du milieu agro-industriel. Donc, je me disais, est-ce que tu ressens cette pression-là? Puis voilà, avoir un petit peu ton retour là-dessus. Merci beaucoup Maureen. Alors, je vais rapidement me représenter. Je suis Fernanda Banda, je suis gestionnaire de programme Interpares et Interpares, c'est une organisation féministe de justice sociale. On est basé à Ottawa, au Canada, et ça fait 50 ans qu'on travaille en solidarité entre égaux avec des organisations homologues à travers le monde, donc plusieurs en Afrique de l'Ouest sur, entre autres, la justice climatique et la souveraineté alimentaire. Je voudrais également commencer par saluer cet espace important que nous offrent les dialogues pour le climat. Pour moi, ça a été le principal canal d'information des COP passées, dont je voulais reconnaître son importance dans ce contexte où l'information, la vraie sur le climat n'est pas toujours accessible. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi à Marie pour cette mise en contexte très précise et importante parce que elle nous rappelle que l'agriculture est le genre depuis plusieurs COP. Ça avance lentement, mais sûrement malgré le blocus. Alors, comme tu l'as dit, je vous rejoins depuis Belém, dans le site de la COP. Vous allez certainement écouter des voix et des bruits. C'est que pour trouver un espace calme, c'était pas évident. Alors, on répète beaucoup que cette COP, c'est la COP de la vérité. Je peux vous dire que depuis que je suis arrivée ici à Belém, j'ai compris pourquoi. Bon, j'ai compris ma vérité. Et l'une des vérités que j'ai cochées dès mon premier jour, vendredi passé, avant même d'entrer à l'intérieur des zones et des pavillons, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour faire de la COP un espace inclusif. Ce qui m'a d'abord marqué, c'était la militarisation, les tensions et les exclusions des peuples autochtones, ce qui contrastait vraiment beaucoup avec ce qui se passait au sommet des peuples, parce que comme vous le savez peut-être pas, c'est qu'on avait en même temps le sommet des peuples ici à Belém. Et dans ce sommet des peuples, même lorsque le président de la COP, les ministres et les représentants politiques étaient présents, il n'y avait pas le même déploiement sécuritaire. Et cette controverse dans les dynamiques se voit même dans l'écart entre le discours officiel sur la justice climatique et la réalité dans les négociations. Alors, depuis plusieurs jours, à pareil moment, on a des orages, on a des grosses pluies. Aujourd'hui, il fait plus clair et j'aime à penser que c'est peut-être un signe que Dame Nature essaie de laver toutes les fausses solutions climatiques qui sont encore bien ancrées dans les négociations, on le voit. C'est ma première participation à une COP en personne et je suis impressionnée par l'énergie, par les contradictions aussi, mais surtout par la force des voix féministes et autochtones qui s'élèvent ici à Belém pour défendre une transition juste et féministe. Alors, nous sommes dans un moment critique. Les négociations avancent, mais elles avancent difficilement, surtout en ce qui concerne le genre. Ce qu'on attendait beaucoup de cette COP, c'était qu'elle puisse transformer les promesses de justice climatique en actions concrètes. On a toujours beaucoup d'espoir qu'il y ait une avancée historique en matière de coopération internationale et cet espoir est fondé sur quelque chose qu'on entend beaucoup ici, c'est le BAM, c'est l'acronyme de Mécanisme d'action de Belém, qui est comme un nouveau mécanisme multilatéral pour coordonner et garantir une transition juste. Et ce qui est fondamental avec le BAM, c'est qu'il peut faire des grandes avancées en matière d'inclusion, d'égalité. Il met les droits, l'équité et la participation des communautés locales, des peuples autochtones, des femmes et des groupes vulnérables au centre des décisions. Donc, le BAM, quelque part, pourra assurer la représentation formelle de ces groupes vulnérables et permet aussi, si on arrive à avoir une validation concrète, le rendement de financement, comment dire, de rendre le financement et le soutien technique accessible. Alors, on sait que depuis l'accord de Paris, beaucoup de promesses ont été faites sur une transition juste, mais très peu de mécanismes concrets existent.
Alors, s'il est validé, ce mécanisme d'action de Belém serait le premier outil institutionnel pour réaliser ces promesses-là qu'on attend depuis. Il peut aussi garantir que les financements pour la transition juste soient orientés vers des initiatives locales portées par des femmes plutôt que vers des projets extractivistes ou technocrates. Alors, ce qu'on voit ici quand même, c'est que c'est un point de convergence important. La plupart des acteurs, la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les féministes, les peuples autochtones soutiennent ce mécanisme-là. Mais ce n'est pas vraiment le même son de cloche dans les salles de négociation. En ce qui concerne le genre. Alors, dans cette COP, la question du genre est très politisée. J'ai été très surprise parce que on a souvent pour acquis que le genre est vulgarisé, que tout le monde est conscient de l'importance d'une justice climatique. On s'attendait beaucoup que cette COP puisse offrir le nouveau plan d'action genre. La société civile espérait beaucoup que ce plan d'action genre soit transformateur, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une COP des vérités, et que ce ne soit pas quelque chose qui se contente de belles paroles, mais que ce plan d'action genre apporte des financements, des mécanismes de suivi et une véritable reconnaissance des droits. Et pourtant, jusqu'à hier soir, les discussions sur le plan d'action genre sont restées bloquées. Ils sont restés bloqués par un seul mot, le mot genre, avec des États qui insistent d'ajouter des notes de bas de page juste pour expliquer ce mot-là. Alors, ce débat sur la définition même du mot genre dans les négociations rappelle que rien n'est acquis, je l'ai dit tout à l'heure. Ces débats, et ça bloque l'adoption d'un texte et menace l'ambition de ce plan-là. Mais je peux vous dire que le plan d'action genre est quand même, pour moi, c'est au cœur de la crédibilité de cette COP 30. Parce que s'il est adopté de manière ambitieuse et inclusive, il peut devenir un outil puissant pour faire de la justice climatique une réalité. Mais si les négociateurs échouent, ou si le texte est affaibli, la promesse d'une transition juste risque de s'effondrer. Mais il y a de l'espoir. Donc, le travail de mobilisation et de plaidoyer de la société civile est extraordinaire. Il y a aussi des gains. Marie en a parlé a parlé de elle, El Sharai, peut-être je le dis mal, en matière d'agriculture, même si la présence importante des lobbyistes, tu l'as dit tout à l'heure, Maureen, de l'agrobusiness est très visible. Il y a quand même une reconnaissance de la place des modèles agricoles résilients comme l'agroécologie, qui a d'abord été incluse par le Brésil dans la section transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires de l'agenda de l'action de la COP 30. Alors, ça montre qu'on reconnaît quand même de plus en plus la place pilier de l'agroécologie dans la transition juste et l'adaptation climatique. Mais il reste encore beaucoup de tensions avec une vision, comme je disais tout à l'heure, plus technologique, industrielle de l'agriculture, ce qui est quand même un clivage important, un clivage politique important. Mais je vais finir par là. Ce clivage était moins visible au sommet des peuples, où l'agroécologie, l'agriculture familiale et l'agriculture paysanne étaient quand même assez mobilisatrices, que ce soit en termes de mots d'ordre, d'action, il y avait de la visibilité, les échanges, même la déclaration finale évoque plusieurs fois l'agroécologie. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'opportunité, de consulter cette déclaration finale. Alors, mon ressenti au milieu de tout cela, c'est que c'est ma première COP, je l'ai dit tout à l'heure, et que malgré que je l'ai perçu comme un espace, j'ai perçu cette COP-là comme un espace de tension, parfois d'exclusion. Cette COP jusqu'à aujourd'hui a été aussi pour moi un espace d'espoir et de mobilisation pour la société civile. Parce que je vois les jeunes, je vois les peuples autochtones, je vois des jeunes autochtones. Je veux souligner le travail extraordinaire de la COSI et des jeunes de la COSI qui étaient présents. Je vois des féministes, des scientifiques qui ne lâchent pas malgré les contraintes. La vérité que cette COP a visibilisé, c'est celle des rapports de pouvoir qui subsistent quand même. Alors, je pense que je vais finir par là. Une transition qui repose sur l'accaparement des terres, l'extraction des minerais dans les pays du Sud pour alimenter les besoins du Nord, le colonialisme et les inégalités de genre n'est pas une transition juste. Et j'espère que c'est ce qui va ressortir autant du mécanisme de Belém que tous les plans d'action qui sont actuellement discutés à Belém. Voilà, je vais peut-être pas finir avec vous parce que il semble qu'il y a un feu quelque part ici dans la zone de la COP, donc c'est possible qu'on évacue où je suis. Donc c'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Fernande, puis merci de nous rappeler l'importance justement de la mobilisation et de la société civile, tout le travail qui est fait sur place. Donc, merci pour ça. Comme ça s'appelle les dialogues, nous, ce qu'on se disait, c'est que c'est un panel, oui, mais on aimerait pouvoir aussi avoir les questions de vous, le public, tout au long, en fait, de la discussion. Donc, ce qu'on vous propose, c'est si vous voulez dès maintenant mettre des questions dans le clavardage, on pourrait prendre un petit 5 minutes pour répondre à une ou deux questions, puis ensuite, on irait vers la deuxième partie qui va être justement dédiée à des projets concrets inspirants. Donc, c'est ça. Si jamais des questions s'en viennent, n'hésitez pas à les mettre directement, les écrire. Puis ça vous permet tous de reprendre une petite gorgée d'eau pendant que quelqu'un écrirait éventuellement une question. J'attendrai jusqu'à 12h32, heure de Montréal, puis comme ça on pourra continuer. Si c'est l'homme, Irène ou Radija, vous aviez vous-même une question, n'hésitez pas. Puis ensuite, il y aura d'autres moments pour des questions-réponses avec le public. Mais pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, n'hésitez pas à continuer de les écrire dans le clavardage, puis on prendra le temps d'y répondre. Maintenant qu'on a bien compris, je pense, justement, la place qu'occupe l'agriculture dans les négociations climatiques, puis aussi le genre, je vous propose qu'on vienne parler de projets concrets qui permettent de s'adapter au changement climatique. Puis c'est pas n'importe quel projet, parce que c'est vraiment des projets qui sont portés par les communautés locales, mais aussi par des femmes et des jeunes. Donc, je me tournerai d'abord vers vous, c'est l'homme, peut-être pour nous parler du projet Egalao. Puis votre micro est coupé, on vous entend pas encore. C'est bon maintenant. OK. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire partie de ce panel et de ce moment de partage. Et je voudrais aussi saluer les deux prédécesseurs qui ont planté le décor en nous plongeant au cœur des discussions de la COP. Je suis Rutonyo Adossi Selom. Je suis directrice d'Inades Formation Togo. Inades Formation, qui est une organisation présente dans 10 pays africains depuis plus de 60 ans et qui travaille pour le développement du monde rural et dont l'un des champs d'intervention depuis toujours a été la promotion des systèmes alimentaires durables. Et actuellement, nous travaillons vraiment sur les questions qui portent sur l'agroécologie, les semences paysannes, l'accès sécurisé au foncier, mais sur la base de l'agriculture familiale. Et notre public cible privilégié sont les femmes, les jeunes et le monde rural en général. Alors, nous voulons saluer ici la collaboration que nous avons avec Interpares et grâce à qui, à travers le financement de Affaires mondiales Canada, nous mettons en place, en œuvre le projet Égalité des genres mené par les femmes en Afrique de l'Ouest dans 4 pays, donc le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, la Guinée-Bissau et qui vise à renforcer le leadership des femmes, leur participation aux instances de prise de décision afin de faciliter leur accès et le contrôle des ressources naturelles, notamment l'accès aux fonciers pour pouvoir leur permettre de contribuer davantage au système alimentaire souverain. Alors, la première intervenante a bien planté le décor en nous parlant du rôle de l'agriculture qui est contributeur, victime et porteur de solutions. Je ne vais pas revenir sur cela et par rapport au changement climatique. Alors, qu'est-ce que le projet Egalao nous permet de faire? Nous travaillons sur 6 axes. D'abord, le renforcement du leadership des femmes. Pourquoi? Si je prends le cas du Togo, nous avons 56% des actifs agricoles qui sont des femmes. Donc, si nous prenons 100 exploitants agricoles, 56 sont des femmes. Donc, nous voyons la place et le rôle des femmes dans le secteur agricole depuis la production des semences jusqu'à la table où nous consommons les produits transformés. Et je vais donner l'exemple assez concret euh, du cas du fonio, sur lequel, avec le projet Egalao, nous avons pu contribuer à redonner vie à cette production-là
et ce que les femmes, le rôle que les femmes jouent dans ce projet. Alors, le fonio est une céréale en voie de disparition chez nous et pour redonner vie à cette semence-là, nous avons travaillé avec les femmes, depuis la production des semences jusqu'à la transformation. Et au niveau de la production, ce sont les pratiques agroécologiques. Et nous disons que l'agroécologie aujourd'hui, c'est la solution. C'est la solution pour une production durable, pour une souveraineté alimentaire. Et à travers l'agroécologie, ces diverses pratiques, ces formes sont renforcées sur diverses pratiques, notamment la production des intrants organiques qui sont respectueuses de l'environnement, de la santé des sols, de la santé des animaux et de la santé des humains. Et je ne sais pas si nous pouvons avoir quelques images de la production qui se fait. Et le deuxième axe sur lequel nous travaillons avec ces femmes-là, c'est sur les questions de l'accès aux ressources de production, dont le foncier. Parce que chez nous, l'accès au foncier reste toujours difficile, surtout pour les femmes. Et à travers l'intervention de Fernande tout à l'heure, on a pu comprendre que la question du genre reste toujours une problématique sur laquelle on doit continuer la lutte. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons à renforcer les capacités de ces femmes-là pour qu'elles soient présentes au niveau des instances décisionnelles et pouvoir, disons, jouer leur rôle aux côtés des décideurs pour que l'accès aux ressources de production, dont le foncier, puisse être accessible aux femmes en tant que moyen de production. Nous travaillons également euh, à amener les femmes à développer économique pour la transformation des produits agricoles, pour donner plus de valeur. Et donc, nous travaillons par rapport à un circuit alimentaire qui permet de développer des semences locales, de produire des mets locaux pour des consommateurs au niveau national et de faire en sorte que les semences qui sont promues ne soient pas des semences qui exigent un kit technologique euh, dont nous n'avons pas les moyens. Donc, pour nous, le projet Egalao a permis aux femmes aujourd'hui d'être présentes au niveau des instances de décision, au niveau communautaire, où on a des groupes de plaidoyer de ces femmes-là qui travaillent avec les chefs traditionnels et avec les municipalités pour aider toutes les femmes qui n'ont pas accès à la terre de l'avoir. Grâce à quoi? À la contractualisation. Nous avons facilité la mise en place des documents de contractualisation et surtout aussi permis aux femmes d'accéder à une pièce d'identité parce que beaucoup de femmes en milieu rural chez nous n'ont pas d'acte de naissance. La première pièce qui permet d'avoir un acte d'identité et de pouvoir travailler au sein de leur organisation. Aujourd'hui, nous avons travaillé également, grâce au projet Egalao, à améliorer l'accès au financement des femmes à travers des tontines améliorées. Et ce sont des groupes d'épargne et de crédit qui sont accompagnés où les femmes gèrent leur groupe, mobilisent l'épargne et peuvent se faire des crédits pour investir dans les activités économiques, dans la production, la transformation, etc. Donc, pour revenir à ce qui est de l'agroécologie, si je peux partager, je ne sais pas si c'est possible, vous me le direz, partager quelques photos pour illustrer le travail que ces femmes-là font. Je pense pas Voilà, qu'on... Ouais. c'est possible. Voilà, donc je parlais du fonio. Voilà la culture du fonio, les femmes qui sont, depuis la production des semences, la conservation de ces semences-là et la production en général, ces femmes qui sont aussi au niveau de la transformation et ces femmes qui sont aussi au niveau de la valorisation. Donc, grâce à Egalao, donc avec le soutien d'Interpares, nous avons pu accompagner ces femmes-là à développer des unités économiques. Et je m'en vais partager ici, voilà. Ça, c'est le fonio transformé par ces femmes-là.
Et le fonio représente une culture importante pour ces communautés-là parce qu'elles rentrent dans leur identité culturelle. Il y a des cérémonies qui ne peuvent pas se faire sans la présence du fonio. Le fonio a une valeur économique et sociale et c'est grâce aux pratiques agroécologiques portées par ces femmes-là que cette culture a pu retrouver vie dans ces communautés. Donc, le projet Egalao nous permet de confirmer que lorsque on donne la place qu'il faut aux femmes, elles peuvent contribuer au même titre que les autres acteurs à la promotion des systèmes alimentaires durables grâce à l'agroécologie, faciliter leur accès aux semences, faciliter leur accès aux fonciers pour leur permettre de travailler et de vivre de ce travail-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager par rapport à l'expérience que nous avons au Togo grâce au projet Egalao. Merci beaucoup, c'est l'homme. Puis merci aux questions qu'on reçoit dans le clavardage. J'ai bien pris note de la question de Myriam. Je propose qu'on y revienne après. Mais il y a la question d'Eric qui peut-être auquel tu vas peut-être pouvoir répondre à déjà parce que je pense que c'est assez en lien avec ce que vous faites dans le cadre du projet ACFAO. Eric nous vient de la plateforme Popa GGS depuis le Bénin. Puis lui, il demandait que faire des effets des changements climatiques qui jouent évidemment considérablement sur la maîtrise des périodes de semences, et puis les changements climatiques qui ont un impact sur l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et sur la rareté des ressources. Donc, si Radija, tu as envie d'intégrer ça dans ta réponse, ce serait super. Sinon, on pourra y revenir après, mais je te donne la parole. Merci Maureen. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation. Merci en tout cas pour m'avoir donné l'occasion de partager ce panel virtuel avec des femmes aussi remarquables telles que Selom et Fernande, qui sont également des homologues avec qui on intervient chacune d'elles pour le compte de son organisation dans le projet ACFAO. Aussi une chance d'être avec Irène et également d'être avec Marie. Merci beaucoup et à toute l'équipe d'organisation pour ce panel. Je suis Khadija Badji, je suis chef de projet à JVE Sénégal et justement, je coordonne le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, qui est un projet de SUCO et Interpares, deux organisations internationales canadiennes et financé également par Affaires mondiales Canada. Et ce projet vise à amplifier les réponses communautaires face à l'adaptation au climat. Et pourquoi faire? C'est-à-dire en partant au renforcement de capacité des jeunes et des femmes pour leur permettre également d'être dans les instances de gouvernance locale et pouvoir participer également à tout ce qui est gestion de la biodiversité. Donc, c'est un honneur pour moi de partager un peu les initiatives. Comme vous l'avez dit, par rapport à la question également, nous, ce qu'on fait sur le terrain, c'est véritablement trouver des solutions, des pistes d'adaptation et des pistes également d'innovation pour freiner un peu ces effets du changement climatique. Par exemple, pour tout ce qui est agriculture, JVE Sénégal est une association de jeunes volontaires qui interviennent dans tout ce qui est protection de l'environnement, développement durable. Et c'est pourquoi dans ce projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, on développe des initiatives avec les communautés, des initiatives fondées sur la nature, telles que l'ostréiculture. Dans cette ostréiculture, on s'est rendu compte que pour la récolte d'huîtres, les femmes coupaient les noix de mangrove, les racines de mangrove pour la récolte d'huîtres. Et ça contribuait directement à la dégradation de la mangrove. Alors, comme solution alternative, ce qu'on les a proposé, c'est-à-dire installer des parcs ostréicoles, ces parcs ostréicoles leur permettent aujourd'hui d'avoir la chance d'avoir 2 à 3 récoltes par an par rapport à ce qui se faisait naturellement avec une seule récolte. Et aujourd'hui, à travers ces parcs ostréicoles, on a des huiles beaucoup plus qui ont des capacités d'adaptation également dans les nouvelles compositions des fleuves, par exemple, par rapport aux effets du changement climatique, et des huîtres qui sont également de qualité par rapport aux huîtres qu'on trouvait dans les mangroves, malgré les effets du changement climatique. Hormis ces parcs ostréicoles, on les accompagne aussi à la pisciculture. Pourquoi la pisciculture?
il y a beaucoup de femmes dans nos zones d'intervention qui s'activent dans tout ce qui est pêche. Également, on s'est dit, on voit que la ressource est rare, donc on initie des activités de pisciculture en les offrant des étangs de piscicole, en les dotant également de matériel et en les renforçant surtout la capacité de produire des aliments pour la pisciculture. Également, on les accompagne dans tout ce qui est activité génératrice de revenus, mis à part la pisciculture, l'ostréiculture. On les accompagne également à tout ce qui est reboisement de mangroves. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la ressource était rare. La dégradation des mangroves contribuait à la rareté des ressources, surtout les poissons, puisque dans nos zones d'intervention, surtout vers les îles, on voit on est à l'ère où le poisson se fait rare et tout. Et donc, on initie ces femmes à l'activité de reboisement de mangroves, qui est une activité vraiment des jeunes, parce que ce sont des associations de jeunes qui pratiquent cette activité. Et à travers le projet AFAO, on a essayé de sensibiliser ces communautés, surtout les femmes, et elles ont compris aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui prennent les initiatives de reboisement de mangroves. Une chose à saluer également dans beaucoup de zones d'intervention. Également, on les accompagne dans l'apiculture. L'apiculture, c'était, par exemple, dans nos zones d'intervention, surtout en Casamance, une activité véritablement dédiée à l'homme. On disait que ce n'était pas une activité de femme, mais nous, avec la sensibilisation, avec le leadership qu'on accompagne, on accompagne les femmes à leur leadership, à vraiment leur prouver que toute activité peut être réalisée, peut être mis en œuvre par des femmes. Donc, en renforçant leurs capacités également dans tout ce qui est apiculture. Aujourd'hui, les femmes s'adonnent à cette activité et elles participent activement à la chaîne de valeur, au développement de la chaîne de valeur apicole. Pour dire que ACFAO est un projet qui intervient directement en proposant des solutions fondées sur la nature, mais en impliquant plus de jeunes et de femmes pourquoi les femmes? On sait que les femmes aujourd'hui, ce sont toutes les activités que les femmes s'adonnent sont liées à la nature, sont liées aux ressources naturelles. Et avec les effets du changement climatique, il y a les ressources qui se font rares. Donc, pour des activités génératrices de revenus et maintenir aussi leur capacité de participer fortement au développement, on initie des activités génératrices de revenus alternatives pour permettre à ces femmes de continuer de pratiquer leurs activités tout en ne lésant pas les ressources naturelles et en même temps être être au cœur de ces effets, de contribuer à la gestion de ces ressources naturelles. Donc, ACFAO, comme je l'ai dit, c'est un projet également qui est au Togo, qui est en Côte d'Ivoire, qui est en Guinée-Bissau. Et ces quatre pays, si vous regardez, c'est des pays qui partagent un peu quelques aspects en commun, c'est-à-dire leur agriculture est fortement sensible aux variations des effets du changement climatique et aussi ce sont des pays qui sont vulnérables aux effets du changement climatique. Et ces activités permettent aujourd'hui à ces communautés d'avoir des alternatives d'activités génératrices de revenus et de continuer à s'adonner à leurs activités respectives. En tout cas, c'est vraiment ça, en grosso modo, ce que ACFAO fait. Mais comme je l'ai dit, les femmes sont au cœur des effets du changement climatique à toute innovation, mais il y a toujours des obstacles. Un projet qui est là pour 2 à 3 ans, il finit, il part, mais après, avec les obstacles qui est là, on est en train de voir quelles sont les actions de pérennisation afin d'accompagner les communautés. Parmi cet obstacle, il y a aussi l'obstacle du foncier. Aujourd'hui, avec le maraîchage on accompagne les femmes dans la production de maraîchage. Les femmes ont du mal à accéder aux terres pour pouvoir faire du maraîchage. À partir du maraîchage, on accompagne également à l'agroécologie en les formant sur tout ce qui est production de pesticides bio, en utilisant des intrants qui sont retrouvés sur place, qui ne sont pas chers également, qui sont très accessibles pour ces femmes, en les dotant également de tout ce qui est matériel, petit matériel de jardinage, mais aussi en les installant des panneaux solaires
pour avoir de l'eau productive et ainsi s'adonner facilement à la production de maraîchage. En tout cas, en dehors du foncier, il y a aussi la gouvernance locale. Les femmes aujourd'hui, il faut plus de renforcement de capacité pour tout ce qui est leadership féminin, pour leur permettre aujourd'hui d'intégrer facilement les instances de prise de décision. On le fait, mais je dirais que il faudrait plus de renforcement de capacité pour ces femmes, pour qu'elles savent qu'ils ont un leader, pour avoir une certaine notoriété pour pouvoir pleinement s'impliquer et participer pleinement dans ces instances de prise de décision. Hormis cela aussi, il y a aussi l'accès au financement. Pourquoi l'accès au financement? Parce que peut-être elles ne sont pas au courant de ce qui se passe, de ce qui se fait. Aussi, le taux d'intérêt dans les banques aussi, il y a tellement un taux d'intérêt élevé qui aujourd'hui freine les femmes à pouvoir être motivées, à pouvoir se dire qualifiées et être accompagnées surtout pour la mise en œuvre ou bien l'accès au financement et pouvoir l'utiliser clairement à bon escient. Également, il y a aussi cette question de renforcement de capacité par rapport à la gestion financière. Aujourd'hui, les femmes s'adonnent à beaucoup d'activités. La capacité, l'éducation financière est un frein par rapport au développement des activités génératrices de revenus pour ces femmes. Merci beaucoup et j'espère que ça a été clair et qu'on attend les questions. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à la première question de Maureen. Merci beaucoup. Merci infiniment, Radija. Puis tu as fait mieux que ça, car tu as répondu à la première, mais tu as également répondu aux suivantes, puisque pendant que tu parlais, il y avait différentes questions justement sur l'accès des femmes au foncier. Et puis naturellement, en fait, je pense que tu as amené plein d'éléments de réponse. Donc merci beaucoup. Il y avait différentes interventions justement de personnes qui disaient, mais est-ce que les femmes ont réellement des difficultés pour l'accès au foncier? Puis c'est l'homme a aussi amené des éléments de réponse. Puis toi, tu l'as également très bien fait, Radija. Je m'adresserai maintenant à vous, Irène, pour parler davantage du projet Pionnière, s'il vous plaît. Merci. Je tiens, comme l'ont fait mes prédécesseurs, à remercier l'initiative de ce dialogue qui est très important. Espace d'échange, de partage d'expériences. Et moi, je suis docteur Irène Choudini. Je suis ingénieure agronome et docteur en nutrition. Et en tant qu'acteur du secteur privé, je promeux une ferme agroécologique qui m'a fait nommer par mes pairs présidente de l'Association nationale des femmes entrepreneurs agricoles du Bénin, qui est une plateforme, une organisation non gouvernementale, une association de 5 ans. Et donc, l'Association nationale des femmes entrepreneurs agricoles du Bénin est un projet entrepreneurial pour quitter d'accord d'émergence de femmes ayant aux pratiques respectives. Aujourd'hui, nous avons ce partenariat. Donc, ce partenariat s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Pionnière, qui est un projet régional, puisque ce projet intervient dans 2 pays, le Bénin et le Burkina Faso. Et c'est financé par la Femme mondiale Canada et que je remercie. Et quel est l'objectif de ce projet Pionnière? C'est un projet qui vise à renforcer les capacités économiques et environnementales des femmes et des jeunes dans la zone d'intervention du projet en vue de les rendre plus résilientes aux aléas climatiques tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle et également la mise en marché de leurs produits afin qu'elles soient compétitives. Et donc, de façon plus claire, l'objectif global de ce projet, c'est le renforcement économique et environnemental des femmes et des jeunes, avec bien entendu leur communauté, pour qu'ensemble, elles trouvent des approches de solutions durables fondées sur la nature,
pour préserver la nature, mais également garantir la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des produits alimentaires pour garantir un meilleur état nutritionnel des membres des ménages et ainsi alors de la population. Donc, au Bénin, cette initiative est mise en œuvre par deux ONG, ADIP et ANAFEA Bénin, dans le département des collines. Alors, quelle est l'approche? Quelle est l'approche d'intervention de pionnière? C'est une approche axée sur trois composantes. La première, elle est gender, c'est-à-dire genre, et inclusive. Une approche axée aussi sur le volet de promotion de l'agroécologie, de l'agroforesterie et également de la promotion des entreprises vertes. OK, mais qu'entendons non pas entreprises vertes, je viendrai en détail sur ça. Et le troisième axe sur lequel se focalise ce projet est la gouvernance. La gouvernance et la gestion qui consiste à inclure davantage les femmes dans les comités de gestion des ressources. Les femmes sont les utilisateurs, par exemple, des produits forestiers non d'use, mais également elles préservent la nature puisque leurs activités n'impactent pas significativement. Mais il y a lieu de mettre en place des capacités de renforcement pour que, face à la poussée démographique, cette activité ne porte pas atteinte aux ressources dont elle dispose de façon naturelle. Alors, quelles sont les principales activités qui sont menées dans le cadre de ce projet? La première activité, c'est les activités de promotion, de préservation de la biodiversité locale, la promotion des pratiques agroforestières ou agro-sylvano-pastorales, puisque le but, comme une question vient d'être posée, l'accès au foncier reste également une problématique au Bénin, d'accord, pour les femmes. Mais dans le cadre de ce projet se fait en partenariat avec les collectivités locales et les structures décentralisées de l'État. Et donc, au niveau de ce projet, les femmes, avec l'appui des mairies, ont accès à des terres superficies sécurisées. Je précise bien sécurisées parce que on peut avoir accès à la terre à un moment très court et après ne plus avoir accès à cette terre après avoir fait des investissements qui ne sont pas encore amortis. Et donc, à travers des contrats qui sont faits avec les mairies, les femmes ont pu disposer maintenant des superficies, des domaines. Je pense qu'on a un petit enjeu technique. Irène, on ne vous entend plus. Je ne sais pas si vous nous entendez encore. Voilà. Il semble pas. Non, ça coupe beaucoup actuellement. Toujours pas. Bah, pendant ce temps, peut-être je me radresserai à vous, Selom et Radija, parce qu'on avait une question dans le clavardage de Benoît Saint-Jean, qui nous expliquait qu'en 2024, il a participé au Honduras au développement de projets en agroécologie par des communautés rurales, puis qu'à ce moment-là, il a réalisé que la grande complexité pour ces communautés, c'était d'avoir accès au réseau et aux certifications du commerce équitable. Donc, il se demandait si justement ces réseaux-là, ça pourrait être une avenue potentielle intéressante pour la valorisation à long terme de leurs produits en agroécologie, puis ainsi contribuer à l'adaptation au changement climatique. Donc, peut-être que vous auriez une idée là-dessus. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez y aller. Bien sûr. Oui, bien, je dirais que l'agriculture, le commerce équitable, c'est une initiative déjà expérimentée au Bénin à travers le riz, en partenariat avec la grande surface Colruyt, je crois qu'ils sont basés en Belgique. Le commerce équitable est bien accessible. C'est une approche par absurdité pour montrer que les groupements de femmes, même
au niveau des communautés mettent sur le marché des produits de qualité. Et les facteurs liés peut-être à la faible alphabétisation constituent un frein qui les limite à l'accès à l'information, à l'accès au marché. Et donc, c'est dans ce cadre même que s'inscrit les entreprises vertes que nous coachons au niveau du projet Pionnier et le diagnostic économique et environnemental qui est en train d'être réalisé au niveau de ces entreprises va conduire à un plan de renforcement de capacité de ces entreprises pour la mise en marché. Parce que déjà au Bénin, pour accéder à des contrats d'affaires, pour accéder à des grandes surfaces pour la mise en vente de leurs produits, il est exigé le certificat de mise en marché. Et ce certificat de mise en marché exige un certain nombre de dispositions en amont, en termes de documentation, en termes de système de contrôle interne, en termes de certification. Et donc, c'est tout ce package qui accompagnera ces entreprises vertes axées sur l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est quoi? Nous allons produire, mais sans porter atteinte, d'accord, à la nature et à l'environnement. Et donc, il y a des coproduits. Quand nous prenons par exemple le riz étuvé qui est produit par les femmes, ce riz étuvé est plus riche que le riz usiné blanc, d'accord? Mais les coques de ces riz, d'accord, font objet aujourd'hui de technologies de production de briquettes qui sont encore utilisées comme source d'énergie pour pouvoir faire l'étuvage du riz. Et pour finir, le dernier volet, c'est la gouvernance, d'accord? Et la gouvernance, ça suppose d'abord un renforcement de capacité de nos femmes, de ces bénéficiaires en leadership, puisqu'il faut d'abord le pouvoir dans la confiance en soi, et ensuite le pouvoir de, c'est-à-dire ensemble avec les pairs, et le pouvoir avec tous, c'est-à-dire en partenariat avec la communauté et les élus, les structures décentralisées. Et c'est à travers cette plateforme, ces comités de gestion, que les populations ensemble décident de comment ils gèrent durablement les ressources disponibles. Et pour finir, nous mettons l'accent sur la valorisation des produits forestiers non liés, qui constituent des réservoirs d'aliments riches en micronutriments qui aideront à lutter contre la malnutrition qui sévit dans le monde et plus particulièrement en Afrique et en Afrique de l'Ouest. Et pour finir, je dirais que je fais mienne l'intervention de Marie, la première présentation, et de celles qui m'ont précédé, que nous sommes actuellement en train de vivre le dialogue pour le climat au niveau de la COP 30, mais on ne saurait faire face aux aléas climatiques et occulter les stratégies d'adaptation. Certes, il faut parler des stratégies d'atténuation, mais également des stratégies d'adaptation. Et beaucoup d'efforts sont faits déjà au niveau de la recherche, par exemple, où des variétés résilientes, c'est-à-dire à cycle court, sont de plus en plus développées pour aider les populations à accéder à des semences de qualité, mais qui puissent faire face aux poches de sécurité ou bien à la rareté des fruits. D'accord. Donc, c'est ce que je voudrais partager. Et par rapport à ce qui se fait au niveau des projets pionniers qui a démarré en 2024, mai 2024, et qui va se poursuivre. Et la durabilité de ce projet réside dans l'existence déjà de ce creuset qui constitue Anafea Bénin, où les membres constituent déjà de potentiels mentors qui vont poursuivre le coaching, le programme de mentorat à l'endroit de ces femmes bénéficiaires et qui sont chiffrées à environ 800 femmes au Bénin, avec des bénéficiaires indirects qui sont estimés à environ 150 000 personnes. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre attention et je reste disposée pour les questions et les commentaires. Merci. Merci beaucoup, merci Irène, puis désolée pour ce petit souci technique. Quand je posais la précédente question justement de Benoît Saint-Jean, je vous voyais Selom et Radija prêtes à réagir. Est-ce que vous auriez aimé compléter les réponses amenées par Irène? Radija, oui. Merci beaucoup, Maureen. Par rapport à aujourd'hui la labellisation ou bien même la formalisation des produits agroalimentaires transformés, en tout cas, c'est un atout pour ces productrices de véritablement aller vers la formalisation. Pourquoi je le dis?
Aujourd'hui, tout produit qui est fabriqué ou bien qui est produit sans l'autorisation de FRA, c'est tellement difficile de le mettre sur le marché. Et aujourd'hui, on tend véritablement vers la codification également de ces produits. Donc, une chose première, c'est d'abord l'autorisation de mise en marché. Il faut avoir une autorisation de mise en marché pour véritablement s'adonner à l'exportation ou bien même à la vente au niveau national ou international et même au niveau régional. C'est important. Et également, il y a aussi pour euh, comment on l'appelle? euh, trouver la traçabilité du produit, c'est important. Aujourd'hui, quand un consommateur utilise un produit, il aimerait carrément voir d'où provient ce produit, qui l'a fabriqué, qui l'a produit, quelles sont au minimum les matières premières utilisées pour la production de ces différents produits mis en marché. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radija. C'est l'homme, est-ce que vous vouliez compléter? Oui, merci. Je voudrais juste compléter en disant que c'est tout un processus qui nécessite de l'accompagnement et c'est là où les partenariats nous permettent de mobiliser les moyens pour accompagner ces initiatives au niveau des communautés et de s'assurer aussi que les produits qui sont mis sur le marché sont de bonne qualité et qu'ils ne nuisent pas à la santé des consommateurs. Donc, dans notre cas, par exemple, nous travaillons beaucoup avec les services techniques déconcentrés et il y a un dispositif de certification par les pairs en attendant d'avoir les moyens pour passer à la certification labellisée. Donc, nous avons la certification par les pairs déjà au sein des communautés et l'accompagnement de l'Institut d'hygiène qui permet de s'assurer de la qualité nutritionnelle des produits qui sont mis à la disposition des consommateurs, aussi bien au niveau national que lorsqu'il y a des opportunités de les vendre sur le marché international. Merci. Merci beaucoup. Puis merci vraiment à toutes les trois là pour la présentation d'Egalao, d'Agfao et du projet Pionnière. C'est sûr que c'est court comme présentation, donc si jamais vous voulez en savoir plus dans le clavardage, on vous a mis des liens. Il y a notamment des vidéos, il y a aussi des articles, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Il y avait également une question qui a été posée, qui faisait référence, je pense, de Myriam par rapport à la présence des lobbies à la COP30. Donc, je vous propose qu'on vienne sur cette question-là, justement, dans le cadre de la troisième partie, où on allait maintenant revenir au contexte de la COP30 et d'avoir une dimension un peu plaidoyer. Parce que c'est sûr que là, la COP, normalement, doit se terminer demain. Sans surprise, on s'attend vraiment à ce que ça se passe pas demain, mais dans les jours suivants. C'est traditionnellement le cas pour toutes les COP où ça déborde un petit peu. Mais là, on arrive vraiment à la dernière ligne droite pour faire entendre nos voix, s'assurer que les textes viennent démontrer aussi ce qu'on veut mettre de l'avant. On l'a vu, hein, Marie a mentionné que parfois c'est un seul mot qui peut poser problème. Puis au départ, on avait un texte ambitieux, puis finalement, ben, à la fin de la COP, on se trouve avec un texte bien moins ambitieux, notamment avec l'approche du genre. Puis moi, c'est ça, je serais curieuse de vous entendre, Radija, Selom, Irène, sur les points de plaidoyer. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, qui reste dans ces textes-là? Puis pour que la COP30 soit une réussite, quel serait un petit peu le message? Puis avant d'en arriver là aussi, pour répondre rapidement à la question de Myriam, donc, Myriam nous demandait comment est-ce que finalement la présence des lobbies se manifeste au sein de la COP. J'aurais aimé que Marie, Fernande puissent vous répondre, mais malheureusement, elles ont dû toutes les deux quitter. Je ne sais pas, Radija, c'est l'homme, vous pourrez compléter, mais en tout cas, moi, de mon expérience, j'étais à la COP 28 aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Puis, c'était vraiment une COP où il y avait énormément de représentants lobby des groupes pétroliers. Je pense que c'était la pire COP en ce sens. Puis, où est-ce qu'on peut les voir, ces lobbies-là? Absolument partout. D'abord, d'un point de vue communication, il faut imaginer que la COP se passe dans un lieu physique, mais elle va rayonner un petit peu partout dans la ville où elle a lieu. Donc là, c'est le cas de Belém, mais à Dubaï, il y avait des grands panneaux publicitaires un petit peu partout dans la ville qui allaient promouvoir justement l'utilisation d'énergie fossile. Ça va être également le cas à l'intérieur des deux zones, donc la zone bleue qui est la zone vraiment accréditée où les délégations sont présentes. Puis c'est une zone qui est très importante pour les lobbies parce que c'est là où les négociations se
passe là où il y a les représentants politiques. Donc, c'est sûr que les lobbies, parfois, font directement partie d'une délégation ministérielle ou alors parfois viennent via d'autres délégations. Mais en tout cas, ces lobbies-là, on va les retrouver dans les salles de négociation, dans des postes d'observation. Ils n'ont pas le droit de prendre la parole, mais ils peuvent être présents en tant qu'observateurs. Puis, on va également les retrouver dans des événements parallèles qu'ils appellent side events, qui vont se passer à l'intérieur des zones bleues, qui sont des événements de sensibilisation, de promotion. Puis là, ils vont essayer, bien sûr, de promouvoir le modèle qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est dans la zone bleue. Puis dans la zone verte, qui est une zone aussi intéressante parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Donc en dehors des personnes qui auraient besoin d'une accréditation, mais on va également retrouver ici les lobbies. Donc on voit que c'est vraiment un travail qui se dissémine en fait un petit peu partout à différentes échelles. Donc c'est pour ça aussi que je pense que leur rôle au final est aussi important, puis leur pouvoir est aussi important parce qu'ils ont à la fois l'opportunité d'être en zone bleue via des accréditations, mais aussi en zone verte, qu'ils ont des moyens financiers importants pour faire de la communication. Alors, Khadija, c'est l'homme. Je me tournerai, puis Irène, si jamais vous voulez compléter ce point, et puis en venir également à parler un petit peu plus du plaidoyer de votre message en lien avec cette COP30. Puis je vous laisse y aller en mode popcorn. Vous pouvez ouvrir vos micros. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, merci Maureen. Voilà. Et nous, personnellement, j'ai jamais participé à la COP, mais c'est la première fois que je vis de plus près la COP grâce à ce temps de partage et à travers les communications de Marie et de Fernande et aussi du partage que tu viens de faire. Et alors, nous comprenons très bien que les lobbies sont partout, à tout moment, et dans les processus de plaidoyer, il faut s'attendre à tout. Et pour cette COP qui va finir demain entre griffes, euh, qu'est-ce que nous souhaitons comme sujet? Alors, quand nous regardons, nous disons que pour la promotion des systèmes alimentaires durables, des systèmes alimentaires sains et durables, pour nous, l'agroécologie reste la solution. Et le grand défi aujourd'hui, par rapport à la promotion des intrants organiques, c'est justement le manque de financement et aussi dans la production à grande échelle pour mettre à disposition, rapprocher ces intrants organiques-là des zones de production. Nous constatons que oui, nous avons dans nos pays des politiques, des stratégies de promotion de l'agroécologie, de l'agriculture biologique, mais parallèlement, les investissements vont beaucoup plus dans la subvention des intrants organiques et des intrants chimiques, dans la promotion des engrais chimiques alors que très peu d'investissements dans la recherche pour pouvoir, disons, produire à grande échelle les intrants organiques, tout ce qui est, voilà, qui peut contribuer à à produire de façon plus saine. Et donc, nous, notre plaidoyer, en tout cas au niveau du réseau Inades Formation, c'est vraiment que nous menons une campagne que nous avons dénommée campagne conscience alimentaire, où nous travaillons véritablement à la réduction de l'utilisation des intrants chimiques. Nous constatons que dans nos pays au sud, des intrants chimiques qui sont interdits au nord sont déployés, déversés dans nos pays et pour nous, si un plaidoyer peut être fait à ce niveau-là pour que nos États puissent s'investir davantage dans la recherche pour la promotion des intrants organiques. Donc voilà un peu le point que nous souhaiterons être discuté à la COP, même si c'est demain que cette COP-là euh, officiellement va prendre fin. Merci beaucoup, c'est l'homme. Khadija? Merci, Irène. Vous m'entendez? Super. Merci, Irène. Comme Salomé, hein, je n'ai jamais été à la COP. Et depuis que j'ai intégré JVE, là, je suis de près les différentes COP depuis la COP 29 parce que notre directeur exécutif a la chance
vraiment d'être parmi les jeunes du Sénégal à participer à beaucoup de COP. Et dès qu'il fait, après un retour à la COP, il nous fait une petite présentation des retours des négociations qui ont été prises. Donc, comme je l'ai dit, hein, comme tout à l'heure, la question des lobbies sur le terrain, oui, ça existe. Ça existe sur le terrain également. Tu vas sur le terrain, les communautés acceptent de travailler avec vous, mais il y a d'autres qui sont derrière, qui essaient de brûler les pistes, qui essaient de convaincre les communautés que c'est un projet qui vient juste pour 2, 3 ans. Après, ils vont partir, ils vont vous laisser, vous n'aurez plus d'accompagnement. Et les femmes, certains ont du mal à vous faire confiance. Mais heureusement pour nous, on a toujours la solution pour véritablement tirer ces femmes et leur établir cette confiance avec eux pour pouvoir travailler avec ces communautés. Et comme je l'ai dit, hein, nous, à JVE, tout ce nous, on est autour de toute solution basée sur la nature et surtout promouvoir l'agroécologie. La promotion de l'agroécologie, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intrants chimiques, comme l'a dit Salomé, au niveau du Sénégal également, ça se passe. Malgré que la société civile, malgré que les gens sont là à s'efforcer dans la promotion de l'agroécologie, il y a derrière d'autres qui utilisent beaucoup plus les produits chimiques pour tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est ostréiculture et tout, pour attirer, par exemple, pour la pêche, pour attirer les poissons et tout. Donc, on essaie de sensibiliser, on fait des sensibilisations, on initie d'autres activités pour véritablement mettre en confiance ces femmes, pour leur dire, ces communautés, pour leur dire que l'agroécologie est la solution pour en tout cas une alimentation viable et qui perdure. Donc, comme plaidoyer, nous, par exemple, l'année dernière, on avait organisé une foire qui faisait la promotion de tout ce qui était semence paysanne. Pourquoi? On s'est dit que la semence paysanne se fait rare au niveau, par exemple, du Sénégal. Donc, comment faire un retour en arrière, pouvoir promouvoir cette séance paysanne et à travers ces séances paysannes, développer l'agroécologie avec des intrants en tout cas bio, pour une sécurité alimentaire saine, en tout cas. Donc, le plaidoyer, si on était à la COP, ça serait toujours comme ça. Il faut que ces négociations pensent aussi à cette agroécologie. Comment développer cette agroécologie? Comment accompagner ces communautés à une agroécologie qui va perdurer, une agroécologie qui va contribuer fortement au développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radija. Irène, de votre côté, au niveau d'Anafea, du Bénin, quels seraient vos points de plaidoyer? Merci. Et je vous dirais que mon intervention va s'articuler comme plaidoirie autour de 3 points. Le premier point, on parle des systèmes alimentaires et c'est un système complexe. Et aujourd'hui, le monde est pris par la faim, la malnutrition et donc qui affecte le capital humain. Sans oublier les chocs externes, aussi bien naturels que les chocs induits par les guerres, les crises. Alors face à cette situation, on ne peut pas parler des enjeux climatiques et exclure les stratégies d'adaptation, puisque l'agriculture reste le réservoir, le chemin pour pouvoir garantir la disponibilité, l'accessibilité de l'offre alimentaire. Il faut déjà que l'offre soit disponible, accessible, pour espérer que nous, consommateurs, on puisse aller vers cette offre alimentaire et pouvoir l'utiliser pour mieux se nourrir. Alors que devient le monde par une population mal nourrie? Ça sera dramatique. Et donc, je viendrai au deuxième point pour dire qu'il faut nécessairement davantage renforcer les fonds climat dédiés pour l'Afrique parce que l'Afrique reste le continent qui pollue moins. Des statistiques existent et qui montrent la part de pollution de chaque continent dans le monde. L'Afrique reste et demeure le puits à carbone. Il faudrait que les décideurs au niveau de COP30 puissent continuer à investir dans les fonds climat en priorisant la part dédiée à l'Afrique pour que
Les stratégies de promotion de l'agroécologie, solutions fondées sur la nature, soient davantage encouragées et permettent d'atténuer, d'une part, les gaz à effet de serre, mais également aider les populations à être plus résilientes face à ces chocs climatiques. Et le dernier point, c'est encourager la facilité d'accès à des marchés plus rémunérateurs, d'accord, aux communautés rurales à travers les groupements, les entreprises vertes. Parce que certes, il faut produire en adoptant des approches agroécologiques, mais où est la compétitivité de ces produits issus de ces systèmes de production? Quand on sait qu'à côté, les systèmes utilisant les engrais chimiques, d'accord, sont plus compétitifs que les systèmes issus de l'agrobiologie. Et donc, il est important qu'ensemble, on puisse investir pour que la labellisation ne soit pas trop bureaucratique, ça soit allégé et permette à cette communauté d'accéder à des marchés plus rémunérateurs. Parce qu'on saurait comparer les produits issus de l'agroécologie avec les produits issus des engrais chimiques. Et quand il y a accès, ça motive les communautés à continuer à s'investir, à s'engager dans l'agroécologie. Donc voilà ce que je voulais demander comme plaidoirie dans le cadre de ce COP 30. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vois le temps qui file. Il nous resterait un petit 5-8 minutes. Je me demandais si au niveau du public, il y aurait quelqu'un qui souhaiterait poser une dernière question. Ce serait le bon moment pour le faire. Donc, encore une fois, je vous invite à noter vos questions dans le clavardage ou dans la fonction Q&A qui est directement intégrée dans le Zoom webinaire. Soyez pas timide, je suis sûre que vous en avez. Je vous laisse une petite minute pour les ajouter. En attendant, Selam, Radija, Irène, sentez-vous vraiment libre d'ouvrir vos micros. C'est le bon moment. Pour l'instant, Je je peux ne y vois pas de aller? questions. Oui, bien sûr. Ok, je réitère encore toute notre gratitude au nom de Anafea Béné pour cette belle initiative. Et nous espérons que cette plateforme ne sera pas juste ponctuelle, que ça soit une plateforme animée, constante, qui servirait de lieu de partage d'expériences et de connaissances. Et j'ai noté que à travers la présentation de Khadija, de Marie, de Selom, qu'il y a des points de divergence, des points de convergence plutôt, des points de synergie et dans les interventions qui se réalisent à travers ces différents projets soutenus par Affaires mondiales Canada et SUCO. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir poursuivre les réflexions, les stratégies et également réfléchir sur les plaidoiries qui aideraient nos États, nos gouvernements à l'interne à dédier des lignes budgétaires sensibles davantage au climat et aux gens pour que nous ne dépendons pas toujours de l'extérieur. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons oser dire que nous prenons une direction durable, quels que soient les chocs économiques et financiers d'ordre externe qui se produiraient. Merci, merci encore une fois pour cette belle initiative. Merci à vous. Je vois toujours pas de questions. Alors, je vous propose qu'on aboutisse à la fin de ce beau panel. Mais en tout cas, je tiens vraiment profondément à vous remercier encore une fois. Merci beaucoup, Célum. Merci beaucoup, Radija. Merci beaucoup, Irène. Je remercie également Fernand et Marie qui ont malheureusement dû quitter. Mais je pense que vous nous avez permis d'avoir un portrait assez global, justement, de la place à la fois de l'agriculture et du genre dans les négociations climatiques, mais aussi de nous montrer que c'est vraiment des questions qui se vivent au quotidien, qui se vivent au Canada, mais aussi à l'international, puis que au-delà de la COP 30, c'est un lieu important pour en parler, mais il faut qu'on en parle tout au long de l'année. Donc, je tiens encore à remercier l'équipe des Dialogues pour le climat pour cette belle initiative. C'est sûr que Irène, votre appel est entendu. Nous, on compte faire de cette initiative vraiment quelque chose de récurrent. Il existe aussi les dialogues pour la biodiversité qui proposent également des tas de panels, de webinaires
plénière pendant la COP biodiversité, mais on va essayer également d'avoir des événements tout au long de l'année. Puis sinon, au niveau de SUCO, on a aussi 4 panels d'expertise qu'on organise chaque année à des moments clés. Notre prochain panel aura lieu au mois de mars en lien avec la Journée internationale des droits des femmes. Donc, je vous invite vraiment à rester connectés, à suivre les actualités des dialogues pour le climat. La COP30 n'est pas encore finie. C'est vraiment le moment de continuer de s'y intéresser. On espère très fort qu'on aura un texte ambitieux à la fin. Donc, restez en alerte et puis suivez également les actualités de SUCO. Merci vraiment à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toi aussi, Marie. Merci et à très bientôt. Merci, Maureen. Merci à les panélistes. Merci aussi au public. Merci. Merci. Merci à toutes les belles dames panélistes et à l'auditoire également pour vos questions pertinentes aussi. Bye bye et à bientôt. Au revoir.